Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale.
Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Ah, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes de retour 9 décembre 2022 pour encore échanger autour de la question RDC et aujourd'hui avec un accent beaucoup plus particulier sur la diaspora congolaise. Vous vous rappellerez que depuis un certain temps, la RDC, notre pays, est confronté à une crise, je dirais sans précédent, entre la RDC et les Rwandais. Et dans cette crise, il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont impliqués là-dessus. Les Congolais parlent de pays étrangers, ils parlent des multinationales et en même temps, ils parlent de l'Union européenne. Et la diaspora congolaise n'est pas restée à côté, elle s'est impliquée aussi dans cette crise. Donc, nous avons intitulé notre émission d'aujourd'hui que la diaspora congolaise est au front. Nous allons voir à quel niveau se trouve la diaspora et quel est ce front où elle se retrouve et qu'est-ce que la diaspora est en train de faire. Peut-être beaucoup d'informations aujourd'hui qui vont nous intéresser, qui vont vous intéresser. Et pour peut-être en parler, d'abord, je remercie tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne pour la première fois. Je vous invite à aimer la chaîne, à vous abonner et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et nous vous serons toujours très reconnaissants. Merci à tout le monde. Alors, pour commencer, nous avons 3 personnes aujourd'hui qui représentent qui vont parler au nom de la diaspora congolaise. Et ces personnes font partie du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, une structure qui s'est qualifiée par rapport à son intervention, à son travail, tant au niveau de la diaspora qu'au niveau de l'intérieur du pays. Et nous avons d'abord pour aujourd'hui 3 personnes. Nous avons 2 personnes, peut-être la 3e personne va nous rejoindre plus tard. Nous avons Dr Joël Chisso qui est avec nous depuis les États-Unis, Caroline du Nord. Bonjour, Dr Joël. Bonjour, cher HK. Merci d'être avec nous. Merci de votre présence dans cette émission. Nous avons également Madame Mireille Sedi qui participe dans cette émission depuis la Belgique. Madame Mireille, bonjour. Bonjour HK, bonsoir. Merci. Ah, en Belgique, il est déjà... Oui. Il est quelle heure là? Chez nous, presque... on est 21h45 chez nous. 21h, merci beaucoup. Alors, je reviens à vous pour peut-être commencer cette émission. Nous venons de le dire, la diaspora congolaise est très impliquée dans la situation qui prévaut en RDC aujourd'hui. Et vous êtes là pour parler au nom de cette diaspora. Alors, est-ce qu'on peut savoir, Dr Joël, comment évoluent les FIS pour aujourd'hui? Quand même, vous êtes président, coordonnateur général, disons président du FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Comment évolue le forum? Merci beaucoup, cher HK. Avant peut-être de répondre à cette question, permettez-moi de commencer avec ce signe qui est aujourd'hui le symbole de la lutte de toute la nation congolaise. Ah oui.
Ah oui. Oui, fils se porte très bien. Je pense que c'est ça, ça va. Hein? Super. Merci beaucoup. Merci. Docteur Joël, je vous écoute. Cher HK, le fils se porte très bien, surtout avec cette guerre injuste qui est imposée à notre pays par les rebelles du Rwanda sous l'égide de Kagame et les M23 qui ne sont que des proxys qui ont été recrutés pour accomplir une seule besogne. Et aussi, fils croit que la communauté internationale est derrière tout cela. Donc, nous sommes très engagés dans cette lutte en tant que diaspora congolaise, parce que dans le passé, nous avions toujours lutté pour chasser la dictature et pour établir la démocratie avec le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, la diaspora est très engagée aujourd'hui. Semble-t-il, vous êtes déjà au front. Comment expliquez-vous ça? Nous sommes au front parce que nous ne pouvons pas croiser les bras pendant que le pays qui nous est cher, quand bien même la Constitution dit que lorsqu'on acquiert une nationalité étrangère, on perd la nationalité congolaise. La diaspora congolaise, tant ceux qui ont gardé la nationalité congolaise que celles qui l'ont perdue par l'effet de la Constitution, restent engagés au front parce que c'est notre pays, parce que c'est notre nation, parce que c'est le peuple avec lequel nous partageons le même destinée que Dieu a établi. Et d'ailleurs, puisque vous en parlez, on a commencé un programme là, il y a eu un moment, où vous avez introduit une proposition de loi pour supprimer cette disposition-là d'une nationalité unique pour les Congolais, et vous avez souhaité la double nationalité. Parlons-en. Où en sommes-nous? Est-ce que la proposition de loi a été déposée au Parlement? Est-ce que on ne parle pas de ça? Comment les choses se sont passées après? Laissez-moi fustiger ici ce que moi j'appelle manque de soutien au chef de l'État. Le chef de l'État, lorsqu'il a demandé qu'on puisse revoir les problèmes de la diaspora congolaise, il a dit « je les appelle nos compatriotes ». Ils luttent autant que luttent ceux qui sont au pays. Et il a dit dans cette conversation avec les membres du Parlement, il dit « proposez-moi quelque chose qui donne à ces Congolais les mêmes droits que ce que nous avons. » Cher HK, le Parlement n'a jamais répondu au chef de l'État. Peut-être disons aussi que son bureau, qui pouvait en même temps, si possible, initier une loi, n'a pas répondu. Et aujourd'hui, on continue à nous considérer comme nous étions simplement le porte-monnaie. Si nous devons voter, il dit c'est parce que nous avons de l'argent, c'est comme ça que nous allons voter. Non, les Congolais demandent de voter parce qu'il est patriotique quand il est à l'étranger. C'est pour cela qu'il demande de voter, mais parce que ni les parlements, ni les autres pays qui nous font toujours l'œil gentil n'ont pas fait quelque chose. Fils avait proposé toute une loi que nous avions premièrement présentée au cours du forum de la diaspora congolaise où le chef de l'État lui-même était présent. Et nous avons confié à quelques députés qui ont donné ça au Parlement. C'est resté sans suite. Mais nous, le combat continue. D'accord. Alors, allons en Belgique. Madame Mireille, je pense qu'il fait tard là-bas. Comment se portent d'abord les fils belgiques, la diaspora congolaise en Belgique? Ça va? Vous êtes... la diaspora est organisée? Est-ce que la diaspora parle le même langage là-bas? Oui, hein, oui, quand le pays est attaqué, tout le monde parle le même langage. On oublie nos différences, on oublie nos tribus, on n'a un seul objectif, c'est le pays, c'est la patrie. Tout le monde en ce moment en Belgique ne voit qu'une chose, on voit le pays, c'est notre terre, c'est à nous, et nous, on est là pour le défendre. Qu'on soit sur place ou on soit à distance, on est là pour notre terre et on doit la défendre, où que nous soyons. Et même, je profite pour appeler encore à tout le monde, mais on doit vraiment faire plus de bruit encore parce que c'est notre terre, il s'agit de notre terre. 30 ans de massacre, c'est trop. Donc, à un moment, il faut que ça finisse. Et notre président actuel, et dans cet objectif-là, eh ben, nous sommes là pour le soutenir.
Alors, vous soutenez et vous travaillez, la diaspora travaille. Depuis que toutes ces histoires ont commencé, l'attaque, l'agression rwandaise, qu'est-ce que la diaspora de la Belgique a déjà fait? Ou en son ensemble, peut-être? Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme action? Vous avez vu circuler dans les médias une vidéo d'un membre de, du Parlement européen. Il vient d'un parti qui est en Belgique. Donc, ça dit que la Belgique bouge. Donc, on est là pour... C'est vous qui avez travaillé derrière ça. C'est toute la diaspora. On touche les portes où ils peuvent. On sait où ça se décide. On sait où ça se prend des décisions. Enfin, les décisions viennent de l'Union européenne et on sait les personnes qui sont dans l'Union européenne. Donc, s'il faut bouger les portes, on bouge. Et les députés étaient très directs envers ses collègues et envers les Rwandais. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a les députés Marc, il y a aussi Mme Arena qui a trouvé que ce n'était pas normal de soutenir les Rwandais alors que on sait que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est. Donc, de la diaspora, au niveau de la Belgique, nous bougeons parce que c'est notre terre. Donc, on n'a pas le choix, on bouge. Alors, vous bougez, mais en même temps, on vous bouge, puisque la même Union européenne a adopté un financement, renouvelé même un financement, puisque c'est un financement qui existait à l'endroit du Rwanda pour soutenir l'armée rwandaise. Et vous avez suivi, même les députés en question est revenu là-dessus. Et en même temps, l'Union européenne a proposé aussi un financement pour la RDC. C'est quand même, Dr. Joël Ngoyi, c'est quand même une satisfaction ou vous avez été déçu? S'il faut peut-être qu'on parle de ça déjà. Non, HK, c'est une grande déception. Premièrement, permettez-moi de signaler ceci. Vous êtes le premier journaliste d'investigation qui, sur cette émission, a révélé cela avant que le monde entier n'en parle tel que nous en parlons aujourd'hui. Ok, merci. Vous avez dénoncé la situation et FIS, parce que nous étions connectés et nous sommes toujours connectés à vos émissions, et entre-temps, je demande aux membres des FIS de like HK parce qu'il est un des nôtres et le travail qu'il fait va au-delà du soutien seulement des FIS. Nous avons pris ce que vous aviez donné ces jours-là. Et le ton est venu de la Belgique qui a dit, mais tiens, ceci se passe dans l'Union européenne, oui. Et l'Union européenne a les sièges en Belgique, oui. HK, donne-nous plus d'informations. Vous avez donné l'information, nous les avons suivis et nous les avons trouvés corrects. Notez bien, avant que les médias internationaux n'en parlent. Et en réponse à cela, HK, parce que les faits étaient vérifiés, FIS a écrit au ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, avec copie au président, au Premier ministre, à la Commission Défense du Parlement et aux représentants de l'Union européenne au Congo et l'ambassadeur de la Belgique pour leur dire « Nous connaissons déjà ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas en même temps financer le Rwanda et prendre l'organisation qui va former les troupes rwandaises pour qu'elles aillent former les troupes congolaises. » Parce que souvenez-vous, ce qu'ils ont fait, c'était quoi? Pendant leur discussion, en octroyant 20 millions de dollars au Rwanda, ils ont dit « Oh, ça serait injuste si on ne fait rien pour les Congos qui, dans la région, ont un problème, pour ne fût-ce que les satisfaire ou pour fermer leurs yeux. Donnons un petit montant, mais prenons la même agence de formation pour former les deux. HK, même si vous n'étiez pas journaliste d'investigation, qui peut accepter une telle chose? Ou une même... Un conflit d'intérêts, là, c'est normal, il y a un conflit d'intérêts, ils ne pourront pas bien former nos militaires pendant qu'ils forment en même temps les militaires rwandais. Alors, et ils vont donner les secrets. Oui. Quand nous avons écrit, nous avons dit ceci au ministre de la Défense. Si vous connaissiez le problème ou si vous ne le connaissiez pas, le Congo est en droit de refuser que l'agence française forme en même temps les troupes rwandaises et les troupes congolaises.
Si la France ne peut pas retirer cela, le Congo est en droit de refuser cette intervention. Écoutez, pas plus tard qu'hier, le chef de l'État est allé assister aux parades de 10 000 jeunes engagés. Nous n'avions pas demandé de l'aide pour le faire. Et FIS a répondu en disant, si ça nous coûte même la moitié de notre budget pour garder l'intégrité nationale, nous sommes prêts en tant que Congolais à faire les sacrifices. Donc nous avons demandé au ministre de réagir. Vous savez, HK, vous avez fait cette émission-là. Je ne sais pas quel membre officiel du pays vous a contacté pour dire donne-nous un peu plus d'informations. Il ne me contacte pas. Voilà. Par rapport à toutes les informations, peut-être d'autres confidentielles que parfois j'annonce ici, je n'ai pas de réaction de l'autorité. Et je vais annoncer que c'est là le défaut dans la gestion du pays. Ouais. Nous sommes ici, si j'écris à mon sénateur, il me répond. Si j'écris au président Biden, il me répond. Il y a un service qui s'occupe de chaque question. Ce n'est pas que le président lui-même s'assoit pour écrire, mais il répond en connaissance des causes. Et s'il y a là-dedans une information importante, ce service va auprès du président dire voici l'information que nous avons. Chez nous, dès qu'on le nomme ministre, dès qu'on le nomme conseiller, il prend de l'envol. Il est là et vous êtes ici. Vous n'avez plus rien à lui donner comme information. Or, dans ce monde et surtout en cette période, c'est comme ça que les services d'intelligence marchent. On s'adresse à sa diaspora. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous vivons dans ces milieux. Nous savons parfois, comme Maman Mireille a dit, quelle porte frapper, mais aussi quelle action prendre. Et voici l'action que FIS a prise. Cette fois-ci, HK, pas seulement FIS, mais nous nous sommes alliés aussi avec d'autres organisations congolaises. Un, nous savons que pour un député, sa force, c'est son électorat. Tant qu'il garde son électorat dans l'ignorance, on applaudira toujours pour lui. FIS va maintenant avec le message vers l'électorat européen et américain pour dire regarde ce que les personnes que vous avez élues sont en train de faire. Alors, oui, c'est très important, docteur Joël Lengoï. Madame Mireille, dites-moi, docteur Joël regrette ces silences des autorités congolaises par rapport à ces financements qui, d'après docteur Joël tout à l'heure, donnent l'impression de flouer un peu ou de fermer les yeux des Congolais, puisqu'on veut soutenir l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'on soutient également l'armée congolaise. Vous avez écrit aux autorités congolaises pour leur dire, nous disons non, ou soit nous acceptons ces financements, mais nous ne voulons pas que la France assure la formation de nos militaires, puisque la France forme déjà les militaires rwandais de l'autre côté de Mozambique. Alors, vous n'avez pas de réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas répondu. Ils ne vous ont pas... On a quand même accusé réception de votre lettre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la France va assurer la formation, en fait. Oui, moi je voulais dire une chose, c'est que le gouvernement actuel est en train de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, c'est droit de redevabilité. C'est-à-dire à partir du moment où le gouvernement est au courant d'une chose, il doit répondre. Il doit répondre aux attentes du peuple, il doit répondre aux questions du peuple. Donc, si le gouvernement ne réagit pas, au prochain réunion de presse, ben, nous serons là. FIS n'est pas qu'en Belgique, n'est pas qu'en France, FIS est partout, FIS est au Congo. Nous serons là, nous poserons la question, qu'est-ce que vous en faites des informations qu'on vous donne? Il faut qu'ils nous répondent, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. C'est aussi ça, aussi les changements de mentalité. Je pense qu'on est dans cette optique-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la politique de l'ancien temps où on voit des choses, on ferme les yeux. Non, non. Le pays, il est en danger. On ne peut pas accepter que les mêmes qui entraînent nos ennemis viennent nous entraîner. Ça se fait nulle part. Donc, ils ont ce droit de redevabilité. Ils doivent nous répondre. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font des informations que nous leur donnons. Alors, mais toujours, puisque nous parlons de la France,
Docteur Joël, vous avez suivi la France, comment dirais-je, pas Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a annoncé son arrivée à Kinshasa. Déjà les 15 ici, il dépêche son secrétaire d'État euh, pour, pour préparer les terrains. Et lui, n'eût été, d'après mes informations, l'arrivée du pape en RDC vers fin janvier, début février. Il serait en RDC en février, début février. Maintenant, il viendra en RDC vers la troisième quinzaine du mois de mars ou début avril. Ça, j'ai des précisions. Alors, est-ce que cette arrivée de Emmanuel Macron vous dit quelque chose? Est-ce que c'est une manière de dire que vous avez accusé la France, puisque là, vous récusez la France dans ces financements, même si c'était mobilisé par la Belgique, vous dites que nous allons le refuser puisque la France est impliquée, alors que la France ne joue pas un franc jeu. Et comment vous avez apprécié cette annonce de la visite d'Emmanuel Macron en RDC? Entre parenthèses, je voulais dire que parce que nous avons cité le Parlement dans la lettre que nous avions envoyée, nous demandons aux députés de faire une question orale au ministre. Parce que ce courrier est au bureau du Parlement. Et ils nous écoutent. Ils vous suivent. Qu'ils ne nous disent pas qu'ils ne vous écoutent pas. Qu'ils fassent une question orale pour que nous comprenions qu'ils sont au même titre engagés dans les combats que nous. Je passe à la question de la France. Cher HK, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous donner deux petits éléments d'histoire. Le premier élément d'histoire, le président qui est venu après Macron, son nom m'échappe en France, c'est François Hollande. François Hollande. S'est fait inviter au Congo. Vous vous souvenez de l'époque, hein? Oui. Kabila était au pouvoir. Disons tout ce que nous pouvons dire de Kabila. Comment humilier notre président sur son propre sol. Il avait vraiment humilié la manière qu'il avait fait. Kabila à l'époque. Macron est en train de vouloir faire la même chose. Vous m'accusez, vous me traitez de tout, je viens vous dire que je ne le suis pas. Laissez-moi prendre un deuxième élément d'histoire, cher HK. Le chef de l'État, nouvellement élu, l'Adrien, le ministre des Affaires étrangères, il dit que ce sont des élections trichées. Il ne reconnaît pas l'élection de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fallu que les États-Unis reconnaissent pour que la France puisse rétropédaler. Et le président Félix est reçu en France avec honneur. Tous nous avons dit, voilà de beaux amis. Quelques photos même circulaient pour dire qu'ils se connaissaient déjà bien avant. Soit. Maintenant, votre ami que vous avez reçu de la sorte est attaqué. Son intégrité territoriale est en danger. Et vous allez au Conseil de sécurité pour dire, il ne peut jamais acheter des armes sans nous informer, sans notre permission. Et quand il en achète, c'est vous, la France, le premier à bloquer ses armes. Parce que vous voulez que ce pays puisse perdre devant son ennemi. Après vous avoir rappelé ces éléments, cher HK, je poserai la question à Macron, qu'est-ce que tu veux venir faire au Congo? Mais parce que ce sont des choses qui se passent entre les chefs d'État. C'est vrai, le chef de l'État est libre, dans le cadre de la diplomatie, d'accepter ou de refuser. Il sera responsable de toutes les conséquences qui peuvent arriver à ce moment-là. Par contre, si on demandait notre avis, on répondrait poliment, Excellence, Monsieur le Président, dites à Monsieur Macron que vous ne refusez pas sa visite, mais qu'il attend de votre invitation quand le moment sera opportun. Ah, ça, c'est très fort. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Madame Mireille, est-ce que les accusations de la RDC, de la diaspora congolaise contre la France sont fondées? Écoutez, ce qui se passe actuellement laisse à désirer. Nous avons des tués à l'Est. Nous ne voyons pas une mobilisation de la France ou de l'Union européenne ou de la communauté internationale.
Voilà. Mais nous voyons que la France veut des élections en 2023. Alors, on se pose des questions. Pour nous, la priorité, c'est quoi? Ce sont nos mamans qui meurent aujourd'hui, ce sont nos enfants qui meurent aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui est bâclée, qui a fait 30 ans dans la guerre. Et quand on vient pour nous dire qu'on veut des élections, alors que quand on est dans le feu, on nous joue des jeux un peu compliqués. Alors, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Est-ce que je ne parlais pas à la place du président, mais je pense que en tant que haute autorité du pays, il gère sa diplomatie. Mais nous, en tant que peuple, tout ce que nous constatons, mais nous sommes là en train de pleurer nos morts et nous ne voyons pas une mobilisation de la communauté internationale. Il y a des déplacés, des nombres de déplacés à l'Est. Nous travaillons avec des associations, nous travaillons avec des personnes qui sont sur place, mais c'est pitoyable. Quand vous voyez les images, c'est pas possible. C'est là qu'on les attend. C'est là qu'on veut voir cette communauté internationale. Venir nous dire, faites les élections d'abord. Mais non, nous avons nos frères, nos mères, nos grands-pères qui sont tués chaque jour à l'Est aujourd'hui. Et c'est là qu'on les attend. Pour les autres choses, ben ça, je laisse à la diplomatie du chef de l'État de gérer cela. Mais nous, ce que nous, peuple, nous, la diaspora, c'est qu'on veut. Si on parle de la communauté internationale à l'Est du Congo, quand on a 300 000 déplacés, on veut voir des tentes qui arrivent, ces gens qui dorment sous la pluie, qui soient hébergés. C'est ça ce que nous attendons. Alors, je pense que c'est une très bonne chose, docteur Joël Ngoyi. Nous allons peut-être retrouver notre troisième invité ici. Là, nous sommes en train de parler de la France. Alors, nous avons quelqu'un d'autre qui se rejoint à nous. Je m'en vais essayer de prendre notre troisième invité qui est... voilà. Notre troisième invité qui est, excusez-moi, Révérend Ngoïka Songo. Bonjour, Révérend, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Echka, bonsoir, docteur Joël, bonsoir, ma sœur Mireille. Content de vous recevoir. Vous nous rejoignez en retard. Alors, vous êtes à partir du Nigeria, c'est ça? C'est vrai, oui, je suis à partir du Nigeria, oui, non loin de Lagos. Et vous êtes de la diaspora congolaise très actif au Nigeria. Comment ça se passe là-bas? Eh bien, vous savez, Ashka, d'abord, je commence par vous remercier pour le grand travail que vous abattez. Je n'ai pas encore souscrit, mais je suis la plupart de vos programmes, les investigations que vous faites. C'est très enrichissant et je crois que vous y mettez beaucoup de votre intelligence, de votre temps, de vos ressources. Si tous les Congolais pouvaient imiter cet exemple, je pense que le Congo ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et ici au Nigeria, je vous assure que à toute chose, malheur est bon. Il a fallu ce coup de pouce de cette agression combinée avec la présence de quelqu'un comme Félix Tshilombo comme président pour que finalement les Congolais se rendent compte qu'il y a un ça ne va pas, qui n'a que trop duré. J'ai vu pour la première fois les Congolais de la diaspora ici au Nigeria imprimer des polos, inscrire sur les polos les multinationales tuent au Congo via le Rwanda. Et donc, ils disent clairement que le Rwanda n'est qu'un pion, qu'en réalité, ceux qui pillent et qui tuent, ce sont les multinationales qui ont en mal du coltan, des cassetterites, de tous les minéraux stratégiques. Alors, ils sont allés d'abord à l'ambassade du Rwanda. Il leur dit, mais vous êtes nos frères. Et c'est ça que le président a dit dernièrement en disant, les Congolais, faites attention, les Rwandais sont nos frères et sœurs, mais le régime qui les dirige a des ambitions qui ne sont pas des ambitions des Rwandais. Et là, ils sont partis se présenter devant l'ambassade du Rwanda. Il y a quelques jours, ils sont partis aux Nations Unies.
Et ils sont allés devant les gouvernements à Lagos dire, eh bien, les Congolais n'ont que trop souffert à cause d'une chose, la bénédiction de Dieu avec une terre aussi riche et aussi convoitée qu'il est grand temps qu'on y mette fin. Pour la première fois, HK, je n'ai entendu personne parler ni de Bakongo, ni de Bangala, ni de Baluba, ni de Basongue. Pour une fois, oh là là, j'espère que vous l'avez suivi, j'ai vu le président Tshisekedi à Kitona, et quand j'ai vu ces milliers de jeunes gens chanter Fachi Pesa Mandoki, Osinye Mikanda, Tokota Rwanda, Tobare Bango, des dizaines et des milliers, j'ai dit. Il y a quelque chose qui se prépare au Congo. Et je pense 10 200 jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2020. Allez-y. Eh bien, vous voyez ces jeunes gens-là qui viennent de partout au Congo. Ça prendra beaucoup pour tuer les 100 millions et quelque chose de Congolais. Donc, pour une fois, je pense que le monde entier se retrouve face aux Congolais qu'on croyait seulement être des danseurs, n'est-ce pas, des chanteurs, des viveurs, les gens qui se serrent les ceintures à même du ventre. Eh bien, ces gens-là, tout d'un coup, on se rend compte que, eh bien, comme on dit à Lingala, il y a Kibino et Koki, que ça ne peut plus continuer. Et je pense que le message est très clair, envoyé à tout le monde. Alors, quand vous y ajoutez maintenant, fils, les Congolais de la diaspora, qui se disent chacun de nous doit mettre son intelligence pour le mieux-être des Congolais, eh bien, ça y est, je crois que la vocation de la RDC est en train de devenir. Voilà, ce que je peux vous dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Alors, la question que d'aucuns se posent ici, est-ce que vous accusez ces personnes, qu'est-ce que vous avez souhaité voir ces personnes faire concrètement par rapport à, nous avons parlé dernièrement de 131 morts, et aujourd'hui, vous montez au créneau pour dire que nous n'avons pas besoin de l'arrivée de Emmanuel Macron en RDC. Qu'est-ce que vous avez souhaité voir ces gens faire de manière concrète, puisque pas plus tard qu'hier, il y a eu des sanctions que l'Union européenne a pu quand même concevoir à l'endroit de ceux qui créent de l'insécurité en RDC. Est-ce que ce n'est pas une satisfaction? Peut-être je vous remets la parole à tour de rôle, comme ça, vous pouvez placer un mot là-dessus. Qu'est-ce que vous attendiez de manière concrète de la communauté internationale, des États-Unis et de la France? Docteur Joël. À propos de sanctions, j'ai toujours beaucoup aimé ces mots en anglais. Too little, too late. C'est très peu et c'est déjà trop tard. Le deuxième mot que j'aime en anglais, c'est it's not going far enough. Des sanctions qui ne vont pas loin. Où est Kagame dans ces sanctions? Ces généraux rwandais qui commandent les troupes, où sont-ils dans ces sanctions? On va nous prendre... C'est ce qui vous pousse à accuser Emmanuel Macron, c'est ça? C'est ça, parce que c'est eux qui se réunissent à travers leurs délégués pour dire sanctionnons tel autre. Et ils sont toujours, comme encore on dit en anglais, lenient. Ils protègent leur agent, Kagame. Par contre, la communauté internationale, cher HK, il y a en Iran seulement une fille qui est morte à la suite d'un incident. Ils sont tous sur les médias. En Ukraine, bien sûr, un cas infortune. Ils sont tous. Mais pour le Congo, quand bien même ils ont le rapport mapping qui décrit ce qu'ils n'ont jamais contredit sur la manière dont les multinationales sont impliquées dans les tueries au Congo, ils prennent ces documents importants, ils mettent dans les tiroirs. Ils font des enquêtes avec la commission de l'ONU
qui leur donne en citant les cas précis des tueries. Vous savez la réponse, HK? Ce rapport n'est pas encore rendu public. Donc, pour qu'on accepte qu'un Congolais est mort, il faut que quelque chose soit rendu public par quelqu'un dans un autre pays quelque part. Ça, nous n'acceptons plus et nous n'accepterons pas. Nous aurons bien voulu qu'ils condamnent à temps ce qui s'est passé. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, Batika Bissonnière. D'accord. Madame Mireille, peut-être un avis par rapport à ça. Est-ce que vous aviez des attentes concrètes par rapport aux sanctions? Avant que je ne revienne au révérend Jean-Patrice Ngoyi, est-ce que vous n'êtes pas satisfaite, comme l'a dit Dr Joël Ngoyi tout à l'heure, que des sanctions qui n'iront nulle part puisque les acteurs principaux ne sont pas touchés? Oui, en fait, l'image elle-même, elle parle. Hein. Quand vous voyez, les bouches sont tues, sont barrées. Ça fait 30 ans qu'on massacre au Congo. Ça fait 30 ans que les gens meurent. Et ça fait 30 ans que ces gens se taisent avant eux et eux qui sont là. Donc, c'est ça qui est un peu, qui fait qu'aujourd'hui, même au Congo, partout, on se demande, mais cette communauté internationale est avec nous ou pas? Est-ce qu'il est avec nous? Ça démontre clairement que leur silence en dit long. Donc, c'est que nous aurons voulu qu'ils commencent par dénoncer, qu'ils sanctionnent. On connaît l'Union européenne pour les sanctions. Quand il y a des pays qui dérapent, on les sanctionne. Mais là, le Rwanda a dérapé depuis longtemps, on ne les sanctionne pas. Et ça peut plus continuer à l'heure actuelle. C'est plus supportable. Moi je vis en Europe. Nous avons vu la guerre en Ukraine. Dès que les réfugiés ukrainiens sont venus, on a vu la communauté internationale. On en parlait partout. Partout. On avait même oublié qu'on avait Covid. Mais au Congo, le nombre de morts dépasse des morts de la guerre mondiale. Il y a combien de millions de morts? Personne n'en parle. Et il y a des grands sommets au niveau mondial. Ils se taisent et ils savent ce qui se passe. Et c'est ça qui fait un peu que aujourd'hui, les Congolais, ils sont révoltés vis-à-vis de cette communauté internationale. C'est pas normal. On nous apprend la démocratie, mais quand il faut agir en démocratie, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça la démocratie, c'est taire quand on tue les autres? Ne pas sanctionner quand un pays est clairement impliqué avec toutes les preuves. Et même l'ONU l'a dit. Eux-mêmes, ils le disent. Ils savent qu'ils sont derrière cette guerre qui est à l'Est. Mais pourquoi ils ne sanctionnent pas? Pourquoi on ne sanctionne pas les auteurs? On peut sanctionner pour nous calmer, mais on doit sanctionner les auteurs. Ce qui crée les chaos. Et la crise à l'Est de RDC n'impacte pas seulement la RDC, ça impacte toute la région, ça déstabilise l'Afrique. Et ça, cette communauté internationale, on aimerait les voir. On aimerait le voir auprès des 300 000 déplacés qui sont là. Moi, je vous dis, j'habite en Belgique. On a des réfugiés en Belgique qui sont venus de la Syrie, qui sont venus des autres pays. Et ces réfugiés n'avaient pas de place où dormir. Ils dormaient dans les parcs. Les réfugiés ukrainiens sont arrivés. Ils ont eu des maisons. Ils ont eu des endroits pour habiter. Il y a eu des plans qui ont été mis à l'action. C'est-à-dire les gens, ils ont travaillé pour que ça s'arrive. Mais pourquoi chez nous? Pourquoi on ne peut pas travailler de la même manière? On s'était. À un certain moment, ça, c'est un constat qui fait mal. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, la diaspora que vous êtes? Vous êtes déjà au front. Parlons-en. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, révérend Jean-Patrice Ngoyi, est-ce que vous vous attendiez à ces sanctions de l'Union européenne ou maintenant vous allez peut-être les regards, il n'est plus avec nous, est-ce que les regards maintenant sont tournés vers les États-Unis puisque on attendait des sanctions au niveau de l'Union européenne? Et docteur Joël, vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord. On a juste ciblé de mini Fretin, qui est d'abord Willy Ngoma, qui ne représente rien. Est-ce que vous attendez encore quelque chose du côté des États-Unis? Les sanctions, par exemple. Oui, cher HK, la semaine qui s'écoule, FIS, avec les autres corporations congolaises, nous avons écrit au sénateur Menendez, qui est le chairman de la Commission des Affaires étrangères. Donc, FIS
Fils a saisi le sénateur Menendez aux États-Unis. Oui, Fils a déjà saisi Menendez et Tim Kaine et Harvin. C'est les 4 qui avaient eu un peu de la compassion. Oui. Et on dit que ce qui se passe au Congo n'est pas juste. Nous leur avons dit. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous avons dit, mais allez au-delà de la compassion. Mettez les rapports mapping. Parce que c'est les grands financeurs de l'ONU. Donnez une seule instruction, ça sera fait. Sanctionnez Kagame. Ordonnez que la guerre en RDC s'arrête aujourd'hui. Voilà les grandes préoccupations que nous avons eues dans cette lettre. Nous voulons le voir agir et non maquiller de communiqués et comme pas plus tard qu'hier, Blinken, sachant qu'il y a un sommet la semaine prochaine, et nous, Fils, nous avons écrit pour dire que nous demandons au chef de l'État de ne pas venir. Ils savent que dans ces sommets africains, si Félix est absent, permettez-moi de dire Félix, en termes d'un président que nous aimons, si le président Félix est absent, le programme de l'environnement de Biden a échoué. Leur recherche des intérêts de minerais stratégiques a échoué. Alors, comme pour la Madoué, on fait un communiqué pour dire nous condamnons les Rwandais, nous demandons, mais pourquoi pas des sanctions, que des condamnations qui sont sur le papier? Ah non. Non, mais c'est ça ce que je disais. Oui, Madame Mireille. Madame Mireille, oui, je voulais ajouter une chose. Puisque les États-Unis font partie de premiers bailleurs de fonds de l'armée rwandaise. Est-ce que vous pensez que même cette pression que vous êtes en train de faire au niveau international va avoir son sens, puisque là, comme vous pouvez le voir, ce sont des Américains. Ici, je vous montre d'autres photos des Américains qui sont au Rwanda actuellement, qui sont en train de former l'armée rwandaise. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose? Madame Mireille, vous avez la parole. Dites-nous, est-ce que vous avez quelque chose à ce niveau-là? Oui, en fait, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le docteur Joël a dit, il y a aussi une chose. Le Congo, la RDC aujourd'hui, on a ces problèmes d'armes qui est tout le temps en embargo, qui est tout le temps bloqué quelque part. Je pense que si on avait nos armes, si on avait cette possibilité d'avoir les armes comme on le voulait, et cette guerre, on n'en parlerait pas. On n'en parlait plus. Mais on a comme les mains liées. On nous dit, OK, on reconnaît, mais en même temps, on nous lie les mains pour ne pas se défendre. Quelque part, il y a cette ambiguïté dans les discours et dans les actions qui fait qu'à un certain moment, on se dit, est-ce que vraiment on doit encore continuer à compter sur cette communauté internationale? Donc, si on avait les armes, on a notre armée, on peut se structurer. On le voit, le président a lancé un appel, il n'a pas fallu un mois pour recruter plus de 10 000. Dans quel pays on peut recruter 10 000 soldats en moins d'un mois? Ici où j'habite, on fait des campagnes et des campagnes, ça passe à la télé, pour recruter 1000 personnes. On a 10 000 soldats aujourd'hui. Et moi, je pense que là aussi, je voulais donner un message à ceux qui nous dirigent. Ça, c'est les premiers centres de formation, puisque Kitona, il y a aussi Kibomango, il y a aussi voilà. Kamina, il y a 7 centres de formation. Ce qu'on a montré hier, c'était seulement à Kitona. Peut-être on est au-delà de 10 000, on peut être à 20 000 ou au-delà. Alors, donc, vous pensez que... Oui. Je fais un calcul simple, hein. Très simple. Je suis analyste, mais je ne suis pas spécialiste en armée. Mais je me dis, on est 26 provinces aujourd'hui. Et dans les 26 provinces, si on arrivait à avoir au moins 10 000 soldats, quand je parle des soldats, je parle des militaires. Je ne mets pas dans ces nombres-là les policiers. Si on arrive à avoir 10 000 soldats dans chaque province, je pense que l'armée congolaise, les gens qui viendront nous agresser, ils auront à réfléchir 2 fois. Dans une émission, on a parlé il n'y a pas très longtemps, on a parlé du recrutement dans l'armée. Et on voit qu'aujourd'hui, ça devient une réalité. Mais moi, j'aimerais encore pousser plus loin. L'armée, ça doit être les meilleurs employeurs en RDC. On doit arriver
enfin, dans mes calculs à moi en tant qu'analyste simple, si on a 260 000 militaires, on est en très bonne position. On est 100 millions. Si on a 260 000 pour nous protéger, en plus de cela, on ajoute la police, on serait très bien. Mais et dans cette armée qu'on a, on a les personnes qui vont aller dans les fronts, mais on a besoin des stratèges, on a besoin des analystes. C'est-à-dire l'armée doit devenir vraiment l'école, la formation, les lieux où, quand un jeune il dit je vais dans l'armée, il va servir les pays. Et j'ai apprécié le discours du président de la République. Il a dit aux jeunes, vous défendez le pays et vos problèmes, laissez-les-moi. Et je pense que c'est un homme de parole, il va tenir parole. Donc, pour défendre la République, on a besoin de jeunes bien formés. Ceux qui sont entrés là avec espoir de défendre le pays, quand ils sortiront, quand ils seront dans la pension, qu'ils se disent, je défendais mon pays, mais que le pays lui a donné aussi cette possibilité de défendre le pays. C'est-à-dire quand ils sont là, qu'on leur donne des formations de haut niveau pour que quand nos jeunes, ils sont face à l'ennemi, ils prennent le temps d'étudier la stratégie, comment on les attaque, comment on les tait, parce que j'ai vu des vidéos dans des villages. Je me dis, s'il y avait 10 soldats, s'il y avait... Les gens sont tués parce qu'il n'y avait personne pour défendre les territoires. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont tout massacré. Mais si on arrive à avoir au moins 10 000 soldats dans chaque province, je pense qu'au niveau de l'Afrique, même au niveau mondial, on nous regardera 2 fois avant d'aller nous attaquer. Voilà. Alors, là, c'est une très bonne chose. Alors, pour peut-être continuer comme le révérend Jean-Patrice Ngoï est de retour avec nous, la question lui était posée, est-ce que, révérend, vous attendez encore beaucoup des États-Unis, vu aussi que les États-Unis jouent presque le même rôle que joue la France aux côtés de l'armée rwandaise. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les Rwandais est le premier US Army, donc les États-Unis est financé maintenant l'armée rwandaise. Ils ont un grand projet, je crois qu'il va jusqu'en 2025 ou 2026. Et ils sont là sur terrain, ils forment l'armée rwandaise. En même temps, il vous arrive aussi d'avoir cette conviction que les États-Unis peuvent aussi intervenir en faveur de la RDC par rapport à cette situation. Est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Ashka, comme mon président Joël, je m'excuse, les aléas de la technologie, ça s'est coupé tout d'un coup. Oui. Et mon président Joël a parlé en anglais. Et je rentre en anglais pour dire, il y a une expression, there is no free lunch. En relation internationale, there is no free lunch. C'est tout question d'intérêt et d'organisation pour se protéger, pour se faire valoir. Eh bien, que ce soit les Américains, ou les Français, ou les Belges, ou les Chinois, ils ne viennent pas au Congo parce qu'ils aiment le Congo et les Congolais, ils viennent au Congo parce qu'ils ont leurs intérêts. Et donc, ils veulent maximiser leurs profits. Maintenant, vous, HK, vous devez vous multiplier par 100, par 1000. Il faut qu'il y ait de plus en plus de Congolais qui font des sacrifices pour le bien de leur pays. Ce que nous faisons au niveau des fils, nous finançons nos programmes. Il faut qu'il y ait de plus en plus de Congolais qui se sacrifient pour le Congo. Nous ne devons pas attendre que les autres viennent nous aider. Nous devons apprendre à nous aider nous-mêmes. Vous avez appris l'histoire de Martin Luther King. Martin Luther King a dit quelque chose que je répète toujours à tous les Congolais. Nul ne peut s'asseoir sur mon dos à moins que je ne le courbe. No one can sit on my back unless I bend it. Nous avons eu les dos sont longtemps courbés au Congo. Et c'est pour cela que n'importe qui vient s'asseoir. Les Américains viennent, ils prennent leur part. Les Français ont leur point de butin. Les Belges en prennent. Les Allemands prennent. Les Chinois viennent. Les Coréens prennent. Nous avons trop attendu. Et il y a ici un son de cloche. Qu'on arrête d'attendre de la charité que nous nous organisions
quand Maman Mireille parle d'une armée solide, il nous faut une armée. J'espère que le Conseil de sécurité qui parle de la RDC là où vous êtes ce soir va enlever l'embargo. Que les budgets de 14 milliards, qu'on puisse donner 5 milliards à l'armée nationale congolaise. Que tous les pays, qu'on rentre au temps de Mobutu, où tout le monde avait peur du Congo. Alors nous allons nous imposer et faire notre loi. Tu vas acheter nos coltans, voici nos conditions. Tu vas acheter notre cobalt, voici nos conditions. Pour le moment, nous nous faisons dire à qui nous devons vendre. Ça ne vaut plus, on ne doit plus faire ça. Cher Ashka, oui. en ce qui concerne l'armée, oui. je m'avais même proposé quelque chose d'autre. Premièrement, sachant que ce président de paix, la communauté internationale l'a fait un président de guerre. Et nous voulons qu'il reste ainsi. Une partie du budget national va financer l'armée. Pourquoi pas, cher président de la République, faire une loi qui demande l'effort de guerre à les populations congolaises, à nous les enfants de la diaspora, où un ministre, un député, chaque mois, verse une partie de son salaire dans une caisse appelée effort de guerre. Une taxe est placée. Si nous avions contribué, vous savez que FIS a contribué $6 000 pour intervenir au début de cette guerre. Cet effort peut continuer maintenant avec l'appel du chef de l'État, parce que le peuple congolais est prêt. N'avions-nous pas vu des Quinois qui dorment affamés se refuser un pain et aller tendre un franc à un militaire dans les camions à la guerre? C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'effort de guerre. C'est ça qu'on appelle la mobilisation. Le chef de l'État ne doit pas rater cette occasion où le peuple s'est levé derrière lui. Il avait dit qu'il est prêt à mourir au front pour l'unité du Congo. Nous, peuple congolais, nous disons, lui ne va pas mourir. C'est nous qui allons mourir et lui continue à nous diriger. Alors maintenant, peut-être pour bien comprendre votre action au niveau de l'extérieur, vous avez contacté, vous êtes en train de travailler avec l'Union européenne, vous avez vos députés qui vous écoutent et qui apportent votre message à des assemblées là-bas au niveau de l'Union européenne. Vous avez également travaillé, vous travaillez avec certains sénateurs au niveau des États-Unis. Est-ce que vous avez une prochaine action prévue ou ce qui est peut-être en cours? Et comment vous êtes en train d'envisager ça? Quel sera l'impact de cette action sur ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Premièrement, HK, ici, ce n'est pas question de se plaindre. Mais lorsqu'une diaspora comme la nôtre, comme FIS, lorsqu'un journaliste comme HK est engagé de la manière dont il est engagé, nous aimerions ne fût-ce qu'avoir un peu un écho du pays. Je passe. Mais qu'il nous donne l'écho ou pas, moi j'ai toujours dit, mon nombril, quand il est tombé, il était enterré dans mon village. Je reste lié et je me battrai pour ça parce que mon nombril est là-bas. Mais ici, dans l'expression courante, on dit qu'il faut maintenir la pression. La pression. Vous allez faire quoi concrètement? Continuer toujours dans la même direction alors qu'on ne semble pas vous écouter? HK, c'est vrai, on ne nous a pas encore écoutés de la manière dont nous voulions qu'ils nous écoutent. Ils ont commencé à nous écouter. Pour dire, oh, mais nous venons de sanctionner. Nous leur disons, not enough. Vous avez sanctionné les wrong personnes. Il faut qu'ils aillent loin. Il faut qu'ils aillent loin. Ce genre de message, nous les lancerons en fonction de leur action et réaction. Mais HK, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Les lieux de combat pour nous, avec nos sénateurs, avec nos congressmen, avec nos députés en Europe, c'est devenu maintenant leur électorat. Nous allons vers leur électorat. HK, une fois que les électeurs occidentaux connaissent que leur dirigeant est impliqué dans des situations comme celle-là, ils lui demandent des comptes. Si ça ne change pas, si ça ne change pas, et voilà la tactique que FIS vient d'adopter avec les autres Congolais. En même temps que nous écrivons, nous parlons, vous nous répondez pas, nous sommes avec votre électorat. Au mois d'avril, HK,
FIS, ici dans la ville à Charlotte, aura le festival de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des Congolais qui vont venir en grand nombre. Tous ces électeurs américains, les blancs, les noirs, ils vont venir voir comment on danse au Congo, comment on mange. Et le message va passer ces jours-là. Nous multiplions ce genre d'actions. Nous voulons qu'avec l'assistance de votre chaîne, parce que vous avez des gens qui savent très bien monter les images, monter des vidéos de courte durée destinées au monde occidental pour leur montrer ce qui se passe au Congo. Quand nous leur montrons comment nous sommes mal habillés, tout ça, mais il y a ce qui les touche et nous connaissons. Et nous allons travailler avec vous pour cela. Si, merci beaucoup, Dr Joël. Et Madame Mireille, c'est la même chose en Europe, là où vous êtes? Oui, en Europe, il y a une mobilisation partout. C'est pas qu'en Belgique. J'ai appris que demain, les 10, en France, il y a aussi une marche. C'est-à-dire, on est arrivé à l'heure où Congolais, il faut hâter les mains. Oui, demain samedi, il y a une marche en France. Congolais, il faut hâter les mains. Congolais, il faut aïe, ça déjà voisin aïe que non. Oyebi que namboka na biso, ça fait 30 ans. Bana ba bota mana se à guerre, ba fanda na se à guerre, misu ba comme ça ba enfant soldat. Quand tout le monde, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait cet esprit de patriotisme. Bissonioso, il faut qu'on en parle. Si les gens qui voulaient nous parler ne veulent pas en parler, mais on a nos bouches, on doit en parler. Moi, je dis, on a nos sportifs. On l'a vu, ils ont fait des actions. Ça impacte. On a nos gens dans la culture. Qu'ils en parlent, que ça soit dans les comédies, dans la musique, qu'ils en parlent, que le monde entier entende ce qui se passe dans le pays du coltan, où les enfants qui sont nés dans ces pays du coltan, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas la lumière, ils fuient la guerre matin et soir, où les jeunes filles sont violées. Qu'on en parle, que ça interpelle, on se dit c'est pas possible. Ces gens qui devaient être les premiers, ils sont les derniers. Ces enfants qui devaient naître dans des hôpitaux, puisque le coltan vient de chez eux, tout le monde a un GSM. Si on parle, c'est très simple. On peut dire, tu sais que ton GSM là, ce qu'il y a dans le GSM, aujourd'hui on a des voitures électriques. Tu sais ce qu'il y a dans ta voiture électrique? Tout le monde est concerné par les coltans. Tout le monde est concerné par ce qui se passe à l'Est, quelque part. On est touché d'une manière ou d'une autre. On est touché par le lithium. Donc, on est à l'ère des changements écologiques. Si tout Congolais se met en patriote et commence à parler de son pays, je pense qu'on va impacter notre monde, on va impacter la diaspora, on va impacter partout, parce qu'aujourd'hui, c'est plus question de se taire. Il faut dire, il faut dénoncer, il faut agir. Voilà. Révérend Ngoï, Patrice, vous avez suivi, en dehors de ce qui est prévu, travailler avec l'Union européenne, travailler avec des sénateurs américains et la pression de la communauté congolaise de l'Europe. D'ailleurs, certains vont organiser une marche demain. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre action de la diaspora qui nécessite être mise en application pour pousser la communauté internationale à agir quand même en faveur de la RDC pour l'instant? Oui, maintenant, ce n'est plus question de either this or that. Non, on faut toujours qu'on parvienne à ajouter. J'ai vu des Nigérians ici, au cours d'une manifestation de la diaspora congolaise qui est allée aux Nations Unies, des Nigérians, des journalistes qui sont venus poser la question. Que se passe-t-il au Congo? Alors, quand les Congolais se sont mis à leur expliquer, j'ai entendu de mes propres oreilles, c'est les professeurs d'université dire, mais tiens, donc finalement, la prospérité du Rwanda s'est construite sur le vol, sur la fraude des minéraux du Congo à travers les multinationales. Or, ça, c'est considéré maintenant comme un crime qu'on utilise un pays africain pour détruire un autre. Donc, à part le fait qu'il faut, on fait avec l'Union européenne et les États-Unis, je pense que nous devrons aussi, au niveau de l'Afrique, pénétrer l'Union africaine. Dans un pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, j'ai déjà parlé aux confrères, aux collègues qui sont au Kenya, que la société civile doit s'engager parce que la libération du Congo, ça sera une libération de l'Afrique.
Et le Nigeria, c'est une grande puissance africaine. Il faut que les politiciens nigérians puissent se rendre compte qu'un pays africain est en train d'être instrumentalisé pour en détruire un autre. Et ici, on a parlé même du fait qu'il y a eu 2 Nigérians qui sont allés rencontrer le président Tshisekedi et dire « Ah ben, nous voudrons investir dans la production de batteries pour des voitures électriques. » Et le président encourage cela. Je pense que nous devons aussi de plus en plus travailler au niveau de l'Afrique et ouvrir les pays africains aux autres pays africains. C'est ça le gage qui va nous protéger de ces prédateurs qui ont des industries mais n'ont pas de matières premières. Donc, il faut jouer sur tous les plans. Ceux qui sont aux États-Unis ont de l'avantage. Ceux qui sont en Europe, ils jouent les leurs. De toutes les façons, comme le président disait, j'ai dit non, parce que les industries qu'ils ont dépendent de ce que nous avons. Ils vont nous faire ce qu'ils ont fait en Iran, à l'Irak et en Iran, si vous voulez. Si vous avez ce dont nous avons besoin et que vous ne les laissez pas les prendre, nous allons venir les prendre par force. Et nous devons maintenant leur dire non, asseyons-nous, faisons du gagnant-gagnant. Voilà, Rachka. Alors, merci beaucoup pour ça, pour cette mobilisation. Je voudrais vous ramener un peu, peut-être 2 ou 3 jours en arrière, pour votre appréciation à cette question. On sait qu'on a toujours, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont toujours été des personnes plus ou moins proches. Tshisekedi a tout fait pour approcher Paul Kagame, et l'avoir et puis améliorer des relations avec lui. Mais 2 jours après, donc les dimanches, nous nous sommes tous rendus compte qu'on était devant un autre Tshisekedi, devant une personne tout à fait nouvelle par rapport à celui ou celle que nous connaissons tous les jours. Et là, comment la diaspora a accueilli ces discours, ce langage de Félix Tshisekedi? A-t-il voulu déclarer la guerre à l'endroit de Paul Kagame et son Rwanda? Ou qu'est-ce qui a poussé Tshisekedi à tenir un tel langage? Est-ce que vous avez vu dans ce que Tshisekedi a dit, comment la diaspora a accueilli ça? Parce que cette sortie de Félix Tshisekedi, ses propos sont appréciés, chacun a sa manière d'apprécier la question. Je voudrais aussi avoir votre avis. Est-ce que Tshisekedi ne s'est-il pas cherché de malheur, par exemple, vu l'expérience de Paul Kagame en matière de guerre, ainsi de suite? Je vous ramène sur les propos de Félix Tshisekedi à l'endroit de Paul Kagame. Il était vraiment direct. Je reviens à vous. Suivons ça. Et je reviens à vous tout de suite. Faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte.
d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. Moi, à sa place, je me cacherai. Ce sont des propos très durs. Alors, révérend Patrice Ngoï, voyez-vous une rupture totale, une séparation totale entre ces deux personnalités de la région, ou peut-être c'est une pression aussi au niveau de la diplomatie entre les deux chefs d'État? Il y a des Rwandais même qui disent, que Tshisekedi ne peut pas libérer les Rwandais pendant que lui n'a pas encore libéré son pays. Alors, comment vous avez accueilli ces propos, ces discours de Félix Tshisekedi? Mais Ashka, je n'aurais pas dit, pas prononcé des paroles très différentes de ce que le président Tshisekedi a dit maintenant. Ouais. Que les gens rentrent un peu dans l'histoire. Combien de fois le Congo, le Zaïre n'a-t-il pas aidé le Rwanda? Combien de fois nos militaires ne sont-ils pas intervenus dans d'autres pays africains? Et c'est justement cette raison-là qu'on ne veut pas d'un Congo fort. Parce qu'un Congo fort, avec tous les minéraux, les ressources humaines qu'on a, eh bien, ça serait très difficile pour les puissances étrangères de pouvoir le pénétrer. Oui, je suis de ceux qui, au début, n'avaient pas trop compris la diplomatie de Félix Tshisekedi. Les premiers pays qu'il avait visités, c'était le Rwanda. Il a offert, j'ai vu qu'il y avait même des accords qui n'étaient pas passés par le Parlement pour justement, ce que les gens ont pratiquement dit, acheter la paix avec le Rwanda. Mais Tshisekedi a donné la main au Rwanda, mais le Rwanda voulait prendre maintenant tout le bras. Tshisekedi, c'est un homme révolté, et avec raison. Et je pense que, et pour le moment, il ne faut pas rentrer l'Afrique à cette période-là révolue, dont on n'a plus besoin. La rupture, oui, rupture avec un homme, pas avec les peuples rwandais. Nous n'allons pas retracer les frontières. Nous, avec les Rwandais, on va rester des voisins. À jamais. Mais avec un régime qui va tomber, et je vous assure, HK, mes sentiments, c'est que les jours de Kagame sont comptés. Parce que de toutes les façons, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, personne ne va se passer des minéraux de la RDC. Personne. Merci beaucoup, révérend Patrice Ngoï, depuis le Nigeria, je rappelle. Alors, Madame Mireille Sedi, peut-être un petit mot par rapport à cette rupture, si réellement c'est ça, ce qu'on peut dire, avant que Dr Joël ne revienne, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Une appréciation, comment en Belgique vous avez accueilli cette déclaration de Félix Tshisekedi à l'endroit de son homologue rwandais? Vous savez, le président de la République démocratique du Congo, notre cher président Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a cherché la paix. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas arrêté de chercher la paix. Il a tout fait pour chercher la paix. Parfois, nous, Congolais, on n'a pas trop compris non plus pourquoi il cherchait tout ça. Il a voulu créer des ponts. Si vous êtes un parent, vous voulez être bien avec vos voisins, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que votre voisin vous dit autre chose, et dès que vous vous éloignez un peu de vos enfants, les voisins, ils viennent, ils massacrent les enfants, ils font mal aux enfants. En tant qu'un parent, à un moment, vous vous révoltez. Et c'est ce que le président a fait. Trop, c'est trop. Il a tendu la main, il a voulu construire des ponts, mais il se rend compte que la personne avec qui il veut construire les ponts, c'est celui qui veut détruire l'Afrique. Mais à un certain moment, il faut rompre. Il faut rompre. C'est plus possible de traiter avec telle personne. Quand on tue vos enfants devant vos yeux, ben, vous ne pouvez plus collaborer avec une telle personne, vous ne pouvez plus les traiter comme vous les traitez avant, parce qu'ils se portent en ennemis, alors que vous venez en frère, en ami, pour construire. Et ça aussi, nous, peuple africain, on doit comprendre une chose. Si nous sommes unis, nous serons plus forts que jamais. Nous étudions l'économie dans ces pays. Nous sommes des économistes. La libre-échange entre des pays, ça fait qu'augmenter la croissance économique des pays. Mais on a essayé, en tout cas le président de la République a essayé par tous les moyens, mais il se rend compte que non,
Les objectifs de l'autre président du régime du Rwanda n'est pas les mêmes objectifs que lui-là. Mais à un certain moment, il faut rompre. Et comme il faut vous la guerre, ben on va faire la guerre. À un moment, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on a trop de morts, on a trop pleuré. Maintenant, l'heure est à la fin. On doit sonner la fin de cette histoire. Trop, c'est trop. Voilà, Oh, c'est ce que je trop. pourrais Alors, dire. docteur Joël Ngoï, votre peut-être un petit mot par rapport à cette vidéo du président de la République. Semble-t-il, les Rwandais disent que il ne mérite pas tenir ses propos à Paul Kagame. Est-ce que vous avez aussi une réponse par rapport à ça? Ils disent qu'ils ne méritent pas. Leur président Kagame méritait-il d'être celui qui juge sur les élections congolaises pour dire que Tshisekedi n'a pas gagné les élections? Mais quand même, il dit ça. Il a reçu le président Félix, il a déroulé les tapis rouges chez lui. Comment vous recevez un président non élu officiellement? Tous les autres présidents du monde ont fait la même chose. Comment? Ça veut donc dire ici qu'il continue encore à penser à ce qu'il était quand Kabila était au pouvoir, où ses infiltrés, ses agents, ses proxys lui fournissaient toutes les informations dont il avait besoin. Maintenant, il se rend compte que ce n'est plus le cas. Alors, quand je dis que ce n'est plus le cas, notre président n'a pas peur ni de penser qu'il s'attire la colère du monde en disant ce qu'il a dit. Pour quelles raisons? Un, c'est un fils de Tchéni Tshisekedi. Deux, un président avant lui, dans le même pays, avait dit « cette guerre terminera d'où elle est venue ». Trois, un homme pacifique a lutté pour le monde entier, c'est Martin Luther King. Et à un moment donné, il dit « je n'ai plus peur de ce qui va m'arriver, car mes yeux ont vu la terre promise ». Tshisekedi n'a plus peur de ce qui va lui arriver parce qu'il a vu la délivrance du Congo à travers son combat. Et le peuple congolais est avec lui. Pour vite clore ce point que j'ai manqué de dire, fils, nous ne sommes pas là pour être agités. Nous sommes en réflexion. Nous aimons plus réfléchir, penser nos actions avant de les donner. Nous voulons tout simplement dire ici que si l'occasion est là et que le président nous écoute ou quelqu'un à son bureau nous écoute, Fils a déjà envisagé des programmes qui peuvent permettre d'incliner la communauté internationale sur la situation du Congo. Nous en connaissons les secrets. On vient d'annoncer les 10 points des accords au Kenya en y insérant le projet de 145 territoires. Bien que nous sommes loin du pays, Fils prend tout le temps d'étudier sur les 145 territoires. Je dis ici, humblement, si les chefs de l'État ou ses collaborateurs pensent qu'ils peuvent approcher Fils pour ces 2 grands points que nous maîtrisons, nous serons plus heureux de les livrer. Nous ne pouvons pas les dire ici, nous ne pouvons pas non plus écrire et envoyer. Nous avons fait ça dans le passé. C'est arrivé entre les mains du chef de l'État avec la signature d'une autre personne que c'est moi qui ai conçu. Fils ne fait plus tomber dans ce piège-là où nous réfléchissons et nos actions sont mal appliquées ou mal présentées ou bien piratées par d'autres personnes. Alors maintenant, peut-être question de curiosité avant de terminer l'émission. Vous avez déploré les silences auprès du Parlement qui ne veut pas prendre votre texte sur la double nationalité au sérieux. Maintenant, les élections sont annoncées chez vous, en Belgique et aux États-Unis. Qui vont se présenter? Parlons-en un peu. Comment ça va se passer? Est-ce que les Congolais qui ont déjà changé de nationalité vont postuler? Ils seront élus et éligibles? Comment les choses vont se passer? Cher Ashka, en tant que président de Fils qui a amené la réflexion de tout le monde, permettez-moi de dire humblement qu'en dépit du bon travail que Kadim a fait, en parlant des élections des Congolais de l'étranger, il a tapé à côté. Il a tapé à côté? Il a tapé à côté. Comment et ça?
Et il risque de créer un problème en lançant des élections de Congolais de l'étranger. Premier élément dont il tape à côté. Oui. Les élections sont régies par une loi du Parlement. Quelque temps avant, le Parlement avait pris la loi qui organise les élections nationales. L'étranger n'était pas inséré dedans. Deuxième élément où il tape à côté. Sa CENI est composée de 3 piliers. Les partis politiques, les gouvernements, la société civile. À l'étranger, où est-ce qu'il va trouver les partis politiques? S'il vient ici, il me dit qu'il y a des gens de l'UDPS. C'est faux. Non pas qu'ils n'existent pas, mais ils n'ont pas qualité légale d'exister aux États-Unis ou en Belgique. Les partis politiques n'existent pas officiellement dans un pays étranger. Mais nous voyons des partis politiques, nous voyons l'UDPS, nous voyons la MOUCA, les CID, nous voyons les MLC, nous avons l'UNC. Comment expliquez-vous ça? S'ils participent aux élections organisées en Belgique, ils vont participer comme partis politiques reconnus par la loi belge, même si ils sont du Congo. Or, cette loi n'existe dans aucun pays du monde entier. Wow, ça c'est compliqué alors. Ça n'existe pas. Comment il va légalement faire intervenir les partis politiques dans un pays étranger? Et s'il ne s'appuie que sur le gouvernement, donc une seule branche a patronné sur les élections, quel doute ça va être jeté sur ces élections? Quatrième élément, il est venu avec la loi qui est dans la Constitution où tout Congolais qui a la nationalité étrangère ne peut pas voter. Tout d'abord, c'est contraire à ce que le chef de l'État a demandé. Comment personne ne répond au chef de l'État quand il me vient s'imposer? Je me rappelle, il avait reçu les députés, il leur avait demandé en urgence de travailler. En urgence, personne ne lui répond. Il a reçu les sénateurs, même chose, mais rien ne bouge. Personne ne lui répond. Donc, on ne peut pas espérer une quelconque élection pour la diaspora. Ça serait risqué de le faire. Pour les États-Unis, ils ont dit par exemple que ceux qui vont voter doivent présenter la green card ou la carte verte. Cher Ashka, quand bien même le chef de l'État a dit que les Rwandais sont nos frères, combien de Banyamulenge sont venus ici à partir du Congo, mais nous combattent ici? Alors, vous risquez de perdre tous les députés prévus. Hein? Ils vont vous rafler tous les députés. Hein? Non, mais là aussi, c'est autre chose. Comment élire un candidat député de l'étranger? Quel est le mécanisme qui est prévu? Les autres pays comme le Sénégal, ils n'ont pas prévu des élections de représentants de l'étranger dans leur milieu. Ils passent par cooptation. Cooptation, oui. Ça, c'est la matière des candidats. Je pense que peut-être on va voir ça. C'est une question, donc c'est toute une forêt. C'est très difficile à y sortir maintenant. Mais ici, le problème, HK, c'est que Kadima l'a fait tout en oubliant même que le chef de l'État avait réuni un forum de la diaspora qui a travaillé sur cette question. Et il est venu ici sans même contacter ces gens. Quand je leur ai posé la question, est-ce que vous savez que le chef de l'État a organisé un sommet à haut niveau où nous avions le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement? Il dit non, on n'en connaît pas. C'est pas normal pour un pays quand on arrive à ce point-là. C'est compliqué cette histoire des élections. Hein? Donc c'est compliqué. Qu'il nous associe. Il est encore temps. On peut rectifier les choses. D'accord. Alors, pour aujourd'hui, je pense que nous tendons vers la fin. Je souhaite vous donner la parole. Peut-être on fait notre dernière, disons, table ronde, dernier tour de la table pour avoir vos impressions et vos conclusions par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que la diaspora congolaise est en train de faire. Alors, je commence avec vous, Madame Mireille. En conclusion, que diriez-vous aux Congolais qui vous ont suivi aujourd'hui? Ils sont là connectés déjà en ligne, 1600, qui posent des questions. Je n'ai pas souhaité vous poser des questions. Est-ce que vous avez un message par rapport à ces combats que vous avez déjà lancés? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelles sont
les prochaines étapes dans votre combat? Allez-y pour les comptes des fils, peut-être au niveau de la Belgique. C'est ce que moi je voudrais dire à tous les Congolais. L'ère a sonné, notre patriotisme doit dominer. On doit afficher notre congolisme, comme moi je l'appelle, partout. On doit dire au monde entier ce qui se passe chez nous. Parce que ce qui se passe chez nous n'est pas du tout, c'est une injustice. Ce n'est pas supportable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé des déplacés, les enfants, les femmes qui sont dans cette situation-là. Mais étant loin, tant que nous ouvrons nos bouches, ces signes-là, et ils se taisent, nous, on enlève la main. Nous, on parle. On ne fait pas semblant. Nous, on parle. Et je me dis même, si nous tous, Congolais de l'étranger, on affiche sur nos statuts, sur nos profils, dans tous les réseaux sociaux, ce qui se passe chez nous, le monde entier va le savoir en quelques secondes. Donc, il est temps de dire que dans les pays du coltan, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des femmes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, et on nous tue pour notre richesse, alors qu'on devait l'utiliser aussi pour le bien de l'humanité, mais en étant les premiers gagnants dans cette histoire. Donc, ce que j'appelle tout le monde, même les artistes qui sont en Belgique, qui nous rejoignent. Ils ont aussi leur mot à dire. Les footballeurs, on a vu notre Lukaku en nous, qui est d'origine congolaise, qui avait fait aussi un geste dans ce sens-là et qui a aussi suscité la curiosité. On voit les musiciens en France qui bougent. Donc, tout le monde, à son niveau, on doit en parler. Il y a un musicien qui a dit, puisque personne ne m'a demandé, je crée mon album où il cite ce qui se passe dans notre pays. Mais si tout le monde le fait, les choses vont bouger. Il est temps de se prendre en charge par nous-mêmes. On ne peut plus attendre de la communauté internationale ou de qui que ce soit. C'est nous, l'heure est maintenant. Le temps est donné. Le chef de l'État va appeler. Le peuple suit. Nous aussi de l'étranger, nous suivons. Et ceux qui sont en Belgique, s'ils veulent nous rejoindre, ceux qui sont en France ou aux Pays-Bas ou dans les pays limitrophes de la Belgique, il y a les sites de FIS. Et là, on peut voir tout ce qui se passe dans FIS. Non, le numéro de FIS Belgique pour vous contacter, c'est lequel? On peut nous appeler sur les 0 plus 32 0478 83 03 28 ou sur notre site, c'est plus facile, www.fisclub.com. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mireille. Alors, révérend Jean-Patrice Ngoyi, je reviens à vous peut-être pour conclure cette émission d'aujourd'hui par rapport aux actions attendues du FIS au niveau de l'extérieur de la RDC. Que diriez-vous? Qu'est-ce que vous nous promettez? Quelle est la prochaine étape à votre niveau? Merci beaucoup, HK. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de centaines de HK. Nous avons besoin, des centaines de HK pour continuer l'action de la conscientisation. En tant que Congolais, nous avons eu les dos courbés pendant des années. Tout le monde venait s'asseoir sur nos dos. Acceptons cette responsabilité de nous être des tués pendant qu'on nous opprimait. Nous avons poussé aussi les autres à se taire pendant qu'eux-mêmes aussi nous opprimaient. Le temps est venu. En anglais, on dit, there is no need crying over spilled milk. Arrêtons d'agoniser. Continuons à nous organiser. On doit continuer la lutte. Que les intellectuels fassent le travail d'analyse, qu'ils fouillent les documents, qu'ils voient ce que l'histoire dit du Congo, qu'ils voient les responsabilités, qu'est-ce qui s'est fait au Congo, pour que chacun puisse être invité à rendre compte. Qu'on puisse mettre en place un tribunal qui va juger tous ceux qui ont leur main trempée dans l'oppression et l'exploitation de la RDC, y compris les Congolais qui ont été des superviseurs locaux du capital étranger. Le moment est venu de ne pas nous taire. De ne pas nous taire, le monde va nous respecter quand nous leur montrons qui nous sommes. Pleurnicher n'est plus la solution. Mettons-nous debout,
dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà le dernier mot que je dis à HK. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Non, je m'excuse. Révérend Jean-Patrice Ngoï, depuis le Nigeria, où vous intervenez dans cette émission. Alors, docteur Joël Ngoï, vous qui êtes président du FIS, c'est la fin de l'émission. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous annoncez comme prochaine action planifiée par le FIS? Cher HK, vous avez dénoncé la question de la France. Oui. FIS a saisi l'opportunité. Toutes les fois que vous allez dénoncer des cas, si vous n'avez pas le gouvernement qui vous contacte et qui cherche à en connaître plus, FIS est là pour travailler avec vous. En ce qui concerne la question de la France, avec la dénonciation que vous aviez faite, FIS a terminé le travail. Le reste est maintenant entre les mains de nos autorités congolaises. Nous avons proposé ici que les ministres puissent recevoir la question orale devant le Parlement pour dire comment est-ce qu'il va traiter cette question. Dans la diaspora, FIS est bien sûr représenté aujourd'hui dans les 5 continents, avec nos bureaux maintenant dans 6 pays, en Europe et en Amérique. Nous avons accepté d'aller vers les autres organisations. Ce n'est pas le temps de savoir qui est le plus grand et qui est petit. Mettons-nous ensemble. Conjuguons nos actions communes. Le monde entier en Occident où nous sommes saura que cette lutte ne se passe pas seulement au Congo, mais elle se passe aussi dans leur milieu. Plus nous nous retrouvons, nous réfléchissons, nous aurons toujours des actions appropriées pour répondre aux situations. Laissez-moi vous dire que si tout va bien HK, au mois de juin, FIS va organiser un forum de la diaspora en Belgique. Toute la diaspora. En Belgique, au mois de juin, nous vous donnons rendez-vous pour venir donner notre position, nos souhaits. Je veux dire que après les contacts que le chef de l'État a effectués ou les quelques contacts qu'il fait quand lui-même voyage, la diaspora n'est pas sérieusement impliquée, n'est pas beaucoup impliquée dans les questions du pays par nos autorités. Et nous voulons que cela change. Nous voulons être impliqués parce que c'est notre pays, nous partageons tous le destin commun. Au-delà de cela, toute petite action possible, qu'on ne se mette plus à dire « Oh, celui-là, lui, n'envoie que les images ». Si elles sont de mauvaises images, ça va. Mais si ça passe un message, saisissons ce message. J'invite les Congolais de la diaspora qui ont des positions, qui ont de l'argent, qui dorment bien, qui pensent qu'ils ne peuvent pas rejoindre les autres parce que c'est un niveau bas. Vous faites une erreur. La guerre est aujourd'hui à l'Est. Que des munitions on a trouvées ailleurs. Vous ne savez pas quand est-ce que votre village peut tomber dans les coups si vous dormez. Et quand ça sera le tour, ça sera déjà très tard parce qu'ils auront raflé partout ailleurs. Voilà le message que je peux donner à Chika. Pour moi qui suis aux États-Unis, ceux qui veulent contacter FIS, c'est le +1 704 910 71 85, tout comme on peut aller sur le site. Et sur le site, on peut trouver les bureaux dans votre pays où vous pouvez nous contacter et vous associer à ce combat qui n'est plus un combat d'une organisation, mais de toute la diaspora entière. Merci beaucoup, chers invités. Merci au docteur Joël Chisongoï, coordonnateur, président du FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Merci à Madame Mireille Sedi, qui est aussi des FIS Belgique. Également au révérend Jean-Patrice Ngoï, que nous avons reçu pour la première fois dans cette émission depuis le Nigeria. Merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, merci pour toutes les informations. Nous allons peut-être revenir à vous 3 mois après pour voir à quel niveau vous êtes avec tous ces combats. Est-ce que vous avez pu réunir tous les Congolais? Est-ce que vous parlez le même langage au niveau de la diaspora? Et comment sauver les pays si vous êtes en mesure de les sauver? Alors, merci beaucoup. Merci. Et nous allons nous retrouver plus tard. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. Alors, chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui. Émission consacrée au travail du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui est une structure de la diaspora congolaise qui
qui se retrouvent dans tous les 5 continents. Et aujourd'hui, comme invité, 3 personnes. Vous les avez suivis, vous avez eu tous les témoignages et tous les commentaires. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Je pense que nous allons nous retrouver demain avec notre numéro spécial, Basoloa Kati, à téléphone ouvert, pour vous écouter aussi et avoir votre avis par rapport à toutes les informations qui se sont déroulées au niveau du pays et pourquoi pas au niveau de la région de Grand Lac tout au long de la semaine. Je vous aime bien et je vous souhaite un très très bon week-end. Merci surtout de votre fidélité. Abonnez-vous si vous étiez sur cette chaîne pour la première fois. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de liker l'émission en nous faisant ça. Et puis, partagez l'émission aux autres. Comme ça, nous allons atteindre un grand nombre de personnes, des Congolais, qui vont comprendre tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Je vous aime bien. À demain. Bonne soirée chez vous. Et prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.